L'ACRO, c'est un laboratoire d'analyse de la radioactivité qui a été créé juste après Tchernobyl et qui s'est beaucoup impliqué au Japon après la catastrophe de Fukushima et qui a ouvert un laboratoire équivalent à Tokyo qui fonctionne maintenant, actuellement. Et donc on fait aussi un suivi de la catastrophe et on essaye de suivre un peu tous les événements. Et j'ai présenté hier un rapport d'enquête parlementaire japonais qui a dédié à la catastrophe, et en particulier la partie qui concerne la phase d'urgence, qui est l'objet du séminaire d'aujourd'hui. Donc le rapport critique un peu la non-préparation de la phase d'urgence. En fait, le Japon est un pays qui fait face à de nombreuses catastrophes naturelles, tsunamis, séismes, et qui a une très bonne préparation face aux catastrophes naturelles, mais qui s'est trouvé complètement démuni et improvisé pour la catastrophe nucléaire. Donc c'est un vrai contraste entre les traitements de ces deux catastrophes est assez flagrant et c'est ça qui est mis en avant. La zone d'évacuation, elle a d'abord été de 2 km ordonnée par le gouverneur de la province de Fukushima. Une demi-heure après, elle était de 3 km ordonnée par le Premier ministre sans aucune concertation. Le lendemain, elle a été de 10 km et le lendemain soir de 20 km. Et en fait, la radioactivité est tombée jusqu'à 45 km et l'évacuation au-delà des 20 km dans les zones contaminées est intervenue le 22 avril, c'est-à-dire beaucoup plus d'un mois après les retombées. Le rapport d'enquête parlementaire donc critique ça. Il dit clairement que la limite de 20 km qui a été la phase d'évacuation pendant un mois n'avait aucune justification scientifique, a été complètement approximative et improvisée parce que c'était prévu jusqu'à 10, ils n'avaient pas prévu d'aller au-delà. Ils ont mis 20, ils auraient pu mettre 30, ils auraient pu mettre 40. Les États-Unis avaient pour leurs ressortissants demandé 80 km pendant cette crise aussi, dès le 16 mars. Donc c'est vraiment une situation d'improvisation. Les messages donnés aux populations aussi étaient très rassurants, c'est-à-dire on vous demande d'évacuer par mesure de précaution, mais il n'y a pas de radioactivité, tout va bien, évacuez calmement. Et quand ils sont passés de 10 à 20, ils ont encore dit ne vous inquiétez pas, c'est vraiment par mesure de précaution, il n'y a aucun danger dans la zone, mais il vaut mieux que vous partiez. Il y a eu aussi entre 20 et 30 km ordre aux populations de rester enfermées chez elles, et cet ordre il a duré plus de 10 jours. On ne peut pas rester 10 jours enfermés chez soi, c'est pas possible. Donc les personnes vaillantes sont parties et ne sont restées que les personnes les plus vulnérables qui n'avaient pas de moyens de locomotion, qui étaient malades, et avec les mairies locales qui devaient gérer ces populations vulnérables, les nourrir, les soigner, sans aucun moyen, sans aucun support qui venait de l'extérieur. Un autre point dramatique, c'était l'évacuation des personnes vulnérables dans les hôpitaux. Et donc il y a le cas de l'hôpital de Futaba qui a vraiment traumatisé le Japon. Ce sont des bus qui ont été envoyés pour évacuer l'hôpital. Donc les personnes qui pouvaient se lever et marcher sont allées dans les bus. Les malades qui ne pouvaient pas marcher sont restés au lit et sont restés 3 jours au lit avec un médecin, le chef de l'hôpital et quelques infirmières, sans aucun apport de nourriture, sans aucun soin, autre que l'hôpital qui a dû se débrouiller par lui-même. Et quand l'armée est venue avec des hélicoptères et des ambulances chercher les dernières personnes, il y avait une 50aine de décès parmi les gens de l'hôpital de Futaba. Et le bus, pour trouver un hôpital d'accueil, il a mis 8 heures. Et donc à l'arrivée, parmi les patients dans le bus, certains étaient décédés quand ils ont enfin trouvé un hôpital d'accueil pour les accepter. Le cas de l'hôpital de Futaba montre que sans une bonne préparation, évacuer un hôpital, c'est quelque chose de très difficile. Il y a eu aussi une étude scientifique sur l'évacuation des maisons de retraite. Et là, qui a mis en évidence qu'il y avait eu un taux de mortalité qui a été augmenté de 2,5 en moyenne par rapport au taux de mortalité moyen des maisons de retraite avant la catastrophe, avec de forts contrastes. Certaines maisons de retraite sont parties très vite, et donc les structures d'accueil n'étaient pas forcément médicalisées, pas forcément adaptées pour accueillir des personnes âgées dépendantes. Et donc là, le taux de mortalité a augmenté jusqu'à 4 à 5. En revanche, il y a d'autres maisons de retraite qui ont pu rester pendant un certain temps et qui n'ont évacué que tardivement, quand ils avaient trouvé une structure d'accueil vraiment adaptée. Et là, il n'y a pas eu d'augmentation du taux de mortalité. Et certaines n'ont pas eu le choix. Il y avait une maison de retraite, par exemple, tout le chauffage, on était en hiver avec de la neige, le chauffage était par de la climatisation, c'est-à-dire de l'air chaud qui soufflait. Et du coup, ils ne pouvaient pas l'utiliser parce qu'autrement, c'était de l'air radioactif qui pénétrait. La nourriture était apportée par des compagnies qui délivrent les repas, que ne venaient plus.
Donc ils n'ont pas eu d'autre choix que de partir parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nourrir leurs pensionnaires ni de les chauffer. Il y avait la maison de retraite qui est partie tardivement, dans laquelle il n'y a pas eu d'augmentation du taux de mortalité, avait un chauffage central et cuisinait sur place. Et donc ils ont pu survivre quelque temps, préparer l'évacuation dans de bonnes conditions, et là, ça s'est bien passé. Si on pense à ça pour l'adopter en France, il faut aussi que le personnel reste. Et ça, c'est aussi un des problèmes. Donc il y a, au-delà des zones d'évacuation, le personnel médical est parti. Donc à Iwaki, il manquait jusqu'à un tiers des médecins et des infirmières, qui vraiment à la limite de la zone d'évacuation étaient partis pour protéger leurs enfants, se protéger eux-mêmes. Sachant qu'on est dans une situation complexe avec une triple catastrophe, séisme, tsunami, accident nucléaire. Donc beaucoup de victimes, beaucoup de gens à prendre en charge et moins de médecins. C'est l'ampleur de la catastrophe. Donc les catastrophes nucléaires pensées en France sont des rejets limités en temps et dans l'espace. Et là, on a Fukushima, des rejets massifs, 80% elle est vers l'océan. C'est-à-dire qu'il n'y a seulement 20% qui sont retombés sur le Japon. Donc si c'est le même accident au milieu de l'Europe, comme Tchernobyl, ce sont des conséquences qui vont être beaucoup plus fortes, sur un rayon beaucoup plus important. Mais les plans particuliers d'intervention en France sont de 10 km, là c'est dépassé. Les rejets massifs ont duré 10 jours. À Tchernobyl, les rejets massifs ont duré 10 jours. Et donc certains moyens de protection habituels comme la mise à l'abri n'est pas tenable 10 jours. Les pastilles d'iode ont une efficacité de 24 heures. Quand il y a des rejets pendant 10 jours, on ne peut pas prendre 10 pastilles d'iode successivement. Donc il y a certaines mesures qui ne sont absolument pas adaptées à une catastrophe de cette ampleur. Il y a aussi le village de Namié, c'est le plus emblématique. 50% de la population a été évacuée d'une zone moins contaminée vers une zone plus contaminée. Ils sont allés, donc bon, il y avait aussi... Donc ils sont allés dans les endroits où on leur a dit d'aller. Il se trouve qu'ils étaient sous les vents dominants et une partie était dans un gymnase où il n'y avait pas d'eau et d'électricité, ou en tout cas pas d'électricité après le séisme qui était coupé. Et donc les gens ont cuisiné dehors, ont fait un feu, ont cuisiné dehors avec les enfants qui jouaient autour et en fait ils étaient sous les vents dominants avec les retombées sur eux. Et certaines personnes de Namié ont été évacuées jusqu'à 6 fois. 30% de Namié a eu jusqu'à 6 évacuations successives parce que d'abord ils sont allés à quelques kilomètres, puis encore un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin. Et donc ça va. 30% de Namié a été évacué 6 fois, plus de 6 fois. Et il y a d'autres villages, c'est pareil. Parce qu'on n'a pas prévu de les envoyer très loin dès le début. Donc ça aussi, c'est une leçon qu'il faut retenir. Quand on évacue les gens, déjà, alors le Japon avait un logiciel de prédiction des retombées radioactives qui s'appelle SPEEDY. Ils l'ont fait tourner, mais ils ne connaissaient pas la quantité de radioéléments qui étaient rejetés par seconde par la centrale. Donc ils ont pris 1 becquerel par mètre cube par heure, ou par seconde, qui est complètement irréaliste. Et donc ils savaient où ça allait retomber, mais ils ne savaient pas combien. Et donc ces informations étaient peu utiles, et en plus, elles n'ont pas été transmises aux populations locales. L'armée américaine l'a eu avant la population japonaise, cette information. Et donc les maires locaux étaient vraiment en colère en disant ces informations cruciales, la direction des vents, où est-ce que ça allait retomber ou pas, on ne les a jamais eues. Donc ça, c'est aussi un des problèmes de communication entre le niveau national et le niveau local. En France, en 1999, avec la centrale du Blayais, quand on a eu une forte tempête, on n'a pas eu d'accident nucléaire, mais s'il y avait eu un accident nucléaire, ça aurait été aussi un accident nucléaire dans une situation complexe, avec coupure d'électricité, coupure des routes, avec des arbres sur les routes, et avec une situation difficile à gérer. Donc il ne faut pas exclure aussi, dans ces plans d'urgence, qu'on peut être dans une catastrophe nucléaire, dans une situation complexe avec d'autres contraintes.